Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics spoilers du Royal Rumble qui va avoir lieu cette nuit. C'est le grand jour, ça y est, c'est l'un des pay-per-views les plus attendus de l'année. Moi c'est l'un de mes préférés, ou si ce n'est mon préféré. C'est toujours un plaisir d'essayer de deviner qui va l'emporter chaque année. Moi j'adore ça et ça fait marcher les méninges et on part toujours dans du fantasy booking. Moi c'est ma spécialité. Je vais faire un très bref retour sur Takeover qui a eu lieu cette nuit. Donc restez avec moi s'il vous plaît, ça va pas durer longtemps. Le show a été dans l'ensemble assez bon, même plus que bon on va dire. Et assez inégal on va dire, c'est pour ça que je dirais assez bon quand même, parce que les deux premiers matchs, ça a commencé par l'Undisputed Era contre les Authors of Pain. Le match a été correct, mais on va dire qu'il y a eu beaucoup de temps mort qui m'ont un peu gêné, et une longue blessure d'Ekam qui a été vendue et qui leur a coûté la victoire, puisque la jambe n'a pas tenu sur le Super Collider et un petit paquet a suffi à Bobby Fish pour faire gagner son équipe sans surprise. Donc victoire d'Undisputed Era et probablement un départ vers le main roster pour AOP, on s'en doutait. Ça va probablement arriver peut-être dès demain à Raw. Le match suivant c'était Velvet Dream contre Cassius Ohno. Encore un très bon Velvet Dream, très over, dans la continuité de son match face à Aleister Black. C'était vraiment énorme. Le petit clin d'œil à Rocky avec le short de boxe, le protège-dents. Son entrée c'est vraiment magnifique. Il avait promis qu'il mettrait KO Cassius Ohno en 30 secondes maximum. Et il lui a mis quand même une droite. Donc il a commencé à célébrer très rapidement. Effectivement, moins de 30 secondes, il avait réussi à mettre Ohno au tapis. Et à célébrer comme un boxeur. Et à demander à l'arbitre de compter. C'était assez drôle. Évidemment, ça n'est pas fini comme ça. Le match a continué. Et évidemment, avec un jobber de luxe, j'ai envie de dire, comme Cassius Ohno, le match ne pouvait être que bon. Et il a parfaitement joué son rôle donc de jobber de luxe pour mettre over encore plus Velvet Dream et logiquement Velvet Dream s'est imposé grâce à son super elbow drop, non pas de la troisième corde mais du poteau juste placé derrière, donc ça a été encore plus spectaculaire. Donc victoire de Velvet Dream qui était nécessaire après sa défaite contre Aleister Black et puis aussi contre Gargano cette semaine, donc c'est bien de lui redonner une victoire significative. Cassius Ohno, je ne sais pas s'il va continuer à faire les jobbers de luxe ou peut-être monter dans le main roster. En tout cas il fait très bien le job. Le match suivant, Shayna Baszler contre Ember Moon. J'ai eu peur qu'Ember Moon perde son titre. Il y a eu une longue phase de soumission de la part de Shayna Baszler avec ce armbar. Ember Moon au courage a tenu. Elle m'a vraiment mis en PLS. Je me suis demandé si elle allait pas abandonner. J'y ai cru en tout cas. Et puis finalement, elle a fini par surprendre Shayna Baszler avec un petit paquet, donc un petit peu à l'expérience. Elle bat donc Shayna Baszler. Ça m'a rassuré. Donc victoire d'Ember Moon, qui on va dire l'avantage de ne pas trop décrédibiliser Shayna Baszler, mais par contre Shayna Baszler s'est bien vengée derrière en lui portant le rear naked choke, donc en l'étranglant comme elle a pu le faire avec d'autres filles auparavant. Donc elle s'impose en tout cas comme une fille dangereuse, la fille la plus dangereuse du roster de la NXT, et ça annonce forcément une suite entre les deux, mais le match malheureusement en soi était vraiment très moyen. Il n'y a pas eu grand chose, si ce n'est donc la longue soumission de Shayna Baszler. J'aime pas cette fille et j'aime pas la pauvreté de son catch. Certes ça peut encore s'améliorer, mais en tout cas pour le moment j'aime pas ce qu'elle produit sur le ring et j'aime pas sa gueule, et j'aime puis le fait qu'on lui ait donné ce match de championnat, ce n'était pas mérité, donc ça m'a un peu saoulé. Donc c'était on va dire le gros point noir de ce show. Ensuite on a eu Aleister Black contre Adam Cole baby pour un Extreme Rules match. Là, ça a été brutal, c'était comme je voulais, comme on pouvait le s'en douter, avec des tables, des échelles, des chaises, des kendo sticks, des couvercles de poubelle. Ça a été vraiment brutal. Il y a eu du sang aussi. On a vraiment utilisé toutes les armes. Il y a eu des spots incroyables, notamment ce double head, ce Death Valley Driver de la part de Aleister Black, porté sur deux chaises à la fois, donc sur Cole, donc sur les deux coins de chaises, les deux sommets de chaises du dossier. Donc vous vous rendez compte de l'impact. Ça a été vraiment extraordinaire. Et comme on pouvait s'y attendre, au moment où Black
on pense qu'il peut avoir l'avantage final. Pendant qu'il fait son tombé, il est retiré du ring par l'Undisputed Era, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly, donc qui viennent sauver Adam Cole, qui viennent ensuite le tirer jusqu'à la table des commentateurs pour lui porter une grosse prise, et puis finalement Sanity arrive derrière et s'en prend donc à l'Undisputed Era, donc les trois, Alexander Wolf, Killian Dane et Eric Young. Et Killian Dane ensuite se projette dans les cordes et porte un gros topé suicida incroyable de la part de Killian Dane, pour son poids. Il plonge sur tout le monde, même ses propres partenaires. Ça a été un gros moment du match. Et ensuite, une fois que ce spot c'est terminé, on est revenu donc avec Cole et Black. On est revenu dans le ring et finalement Cole prend une chaise. On pense qu'il va pouvoir le frapper, et puis finalement par surprise, Aleister Black lui porte ce Black Mass, un peu from out of nowhere, un peu comme un RKO, et il le porte n'importe quand il veut, son Black Mass, pour la victoire finale. Donc victoire d'Adam Cole, qui aurait été ma seule erreur de pronostic, victoire d'Aleister Black, pardonnez-moi, qui aurait été ma seule erreur de pronostic, parce que comme Cole avait quand même pas mal perdu, je pensais qu'il allait gagner cette fois-ci, mais de façon pas clean, ce qui aurait pu protéger aussi Black. Donc finalement, ce qui est bien pour Black, il reste invaincu en 1 contre 1, donc ça c'est une bonne chose quand même. Et puis comme Cole, il a peut-être moins besoin de cette victoire que Black, mais bon, c'est bien pour Black, et le match a été vraiment très intense. Ça mérite un bon 4 étoiles. Voilà pour ce match, et on verra, ça va certainement continuer à monter en puissance entre Sanity et Undisputed Era. Et enfin on termine avec ce gros main event entre Almas et Gargano, une demi-heure de match, 32 minutes plus exactement, avec des near falls. Les matchs pouvaient se terminer à tout moment, ça se terminait jamais, ça kick-outait à tout va. C'était incroyable. Ils ont développé leur plus beau catch, et on a vu un super Gargano dans son rôle d'underdog ultime. On avait tous envie qu'il gagne, on était tous derrière lui. C'était un peu comme Daniel Bryan, quoi. C'était le gars qu'on poussait. On se disait ça y est, tu vas le faire, résiste. Et Gargano se prenait plein de coups dans la gueule, même un Hammerlock DDT. Il s'en prenait plein la figure, des DDT, et il tenait le coup, même les coups de genoux dans le coin, ou même contre le poteau, il a tout pris dans la gueule, il résistait, et il y en a eu un petit spot marrant, on va dire intéressant, entre une prise de bec, on va dire, entre Candice LeRae, la femme de Johnny Gargano, qui était aux abords du ring, ringside, juste derrière la barricade, et Zelina Vega, parce que Zelina Vega avait aussi porté un petit head scissor dans le dos de l'arbitre, sur Gargano, et du coup Candice LeRae s'est vengé et est foncé sur Vega. Les deux sont partis backstage par la suite, et du coup le match a repris en 1v1 sans plus personne du coup à l'extérieur, et au final Almas a pris l'avantage avec un Hammerlock DDT de la 3e corde, c'est comme ça qu'il avait battu Drew McIntyre pour devenir champion, un petit clin d'œil là-dessus. Donc victoire, on va dire normale d'Almas, qui était champion depuis pas longtemps, et du coup c'était, on pouvait se dire voilà, Ciampa, est-ce qu'il va arriver ou pas? Ils nous ont fait un peu le même suspense, on voit Candice LeRae qui revient, qui revient avec Gargano, qui s'approche du bout de l'allée. On a les remerciements finaux, de la NXT comme d'habitude, et les crédits, et finalement à la dernière seconde ils nous auront fait le coup. Tommaso Ciampa arrive par derrière et porte un coup de béquille directement dans le dos de Gargano, avec un regard qui en dit long, avec un pantalon un peu militaire là, et un nouveau t-shirt et une barbe beaucoup plus longue, et une grosse attelle au genou, donc on voit quand même qu'il boite encore, on l'a vu un peu, il a boité, il n'est pas encore remis, il est loin d'être à 100%, et à moins que ce soit encore un work, pour montrer qu'il en a encore pour un moment, et qu'il sera peut-être finalement de retour plus tôt que prévu. En tout cas ça annonce, comme je vous le disais, une feud absolument mémorable, inoubliable, et vraiment qui va être épique entre les deux. J'ai hâte de voir ça, peut-être au prochain takeover, même si ça me paraît un peu tôt dans 2 mois à la Nouvelle-Orléans, mais peut-être plus pour celui du Money in the Bank, donc peut-être plus pour le mois de mai, on va dire, à peu près. Mais quoi qu'il en soit, ça sera dans le prochain ou dans des 2 prochains, mais en tout cas la bataille, la guerre entre Gargano et Ciampa va bientôt avoir lieu, ça c'est inéluctable, et ça va être énorme.
Au final, un show que je noterai 15 sur 20, vraiment, avec notamment ces 2 derniers matchs qui valaient au moins 4 étoiles, 4 étoiles 25 je dirais, pour le dernier surtout. Voilà, ça a été épique. Le match du milieu, le match féminin, voilà, c'était une bouillie. Ça a pas été, voilà, ça a un peu gâché la fête. Les 2 premiers matchs étaient, on va dire, honorables, sans plus, honorables. Mais ça en fait quand même un très bon show avec un public de feu. Voilà, et c'est ce qu'on veut voir. J'aime le catch pour ça, pour des matchs comme Gargano Almas, notamment. Voilà, et puis comme pour Cole Black aussi, qui a été brutal dans un autre style, mais ça a été vraiment un super match et donc un show à voir pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à le faire. Allez, on va passer directement au Royal Rumble. On va aller vite. On va passer directement au kick-off avec un match de cruiserweight entre les 3 luchadors, Lince Dorado, Kalisto et Grand Métallique pour affronter TJ Perkins, TJP, Drew Gulak et Jack Gallagher. On va aller très vite. Pronostic, victoire des Luchadors, victoire de la Team Face. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous suivez 205 Live, TJP est en pleine losing streak actuellement. Il perd tous ses matchs, que ce soit en simple ou en équipe. Et d'ailleurs, il a perdu ce mardi en cette semaine à 205 Live contre les 3 mêmes Luchadors, mais il est accompagné de Daivari et de Tony Nese et ils avaient perdu, et d'ailleurs c'était un peu frité entre les 3, en tout cas entre Daivari, Nese et TJP, qui se retrouve de plus en plus isolé et qui est en plein doute, hein. Il s'énerve après chaque défaite. Donc à partir de cette storyline, de cette losing streak, je ne vois pas autre chose qu'une défaite de TJP et donc de ses partenaires, et ça risque aussi peut-être de se friter entre les 3 après le match. Match suivant, match entre le club Gallows et Anderson, ou les Good Brothers si vous préférez, et The Revival. Pronostic aussi assez clair pour moi, victoire du club Gallows et Anderson, parce que voilà, malheureusement le Revival est en train d'être puni là, purement et simplement. On les a vus dans ce discours à Raw il y a 2 semaines où voilà, il disait qu'ils étaient des professionals, des professional wrestlers, des catcheurs professionnels, expression qui est normalement bannie, on va dire, de la WWE, notamment par Vince, et on a vu le résultat au Raw 25, ils se sont fait absolument humilier par l'ADX, le Balor Club justement, et justement ils ont perdu très très vite un match donc au Manhattan Center, dans cette petite salle, hein, en mode old school. Victoire très rapide du coup dans ce match, hein, du coup, qui était la première manche en quelque sorte. Victoire rapide sur un Magic Killer de la part du club. Donc c'est le match revanche, mais malheureusement je ne vois pas de revanche, et malheureusement j'ai bien peur que ça soit déjà terminé pour Revival et qu'ils finissent comme The Ascension ou The Vaudevillains en leur temps, et qu'ils finissent dans les tréfonds malheureusement de la carte par équipe, et ça me fend le cœur vraiment, parce que c'est une équipe qui mérite tellement mieux que ça. Ils ont été une des meilleures équipes de l'histoire de la NXT, et finir comme ça, ce serait vraiment moche, et j'espère que le vent va finir par tourner, mais malheureusement je ne vois pas autre chose qu'une victoire du club dans ce match. Match suivant, alors un peu particulier puisque c'est un Open Challenge lancé par Bobby Roode pour le titre des États-Unis. On ne sait absolument rien actuellement, on ne sait pas qui va l'affronter. Le truc, c'est que c'est un pré-show. Alors dans un kick-off ou un pré-show, est-ce qu'ils vont nous mettre une grande star ou pas? Je suis un peu partagé. En même temps, c'est un kick-off quand même de Royal Rumble, donc c'est quand même pas rien. Donc on a vu le kick-off de SummerSlam, hein, qui a été exceptionnel. On a eu notamment un super match par équipe entre les New Day et les Usos. Donc pourquoi pas nous faire quand même quelque chose de bon, de très bon en kick-off. Alors on parle beaucoup de Dolph Ziggler qui s'est absenté pendant longtemps, qui a abandonné sa ceinture. Est-ce qu'il va nous faire un grand retour triomphal? Mais en kick-off, ça me paraît bizarre quand même. Ça reste quand même le favori pour être son adversaire. J'ai pensé à Eric Young, hein, pour les anciens partenaires, enfin les anciens coéquipiers ou collègues de Bobby Roode à la TNA. On a pourquoi pas EC3 pour aller un peu dans du fantasy booking, Cassius Ohno, Neville aussi, qu'il faut pas oublier, hein, dont on sait pas vraiment s'il va rester ou pas à la WWE, hein, mais peut-être qu'il nous le garde au chaud finalement et qu'il a re-signé. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ty Dillinger, mais bon, il va participer au Rumble, donc je sais pas s'il va aussi participer à ce match. Il y a énormément de possibilités. Mojo Rawley, Jinder Mahal aussi. Donc
on serait peut-être plus tenté de donner un heel, hein, puisque Bobby Roode est en tout cas est en face actuellement, donc peut-être plutôt un heel. Mais allez, on va quand même tenter Ziggler, même si je reste un peu sur ma faim, un peu sceptique, on va dire. Ziggler quand même, mais victoire de Bobby Roode, hein, quand même, perdre sa ceinture en kick-off, ça craindrait, et puis en plus il vient de la gagner, donc non, pas faire perdre Bobby Roode déjà maintenant, il faut qu'il la garde au moins jusqu'à WrestleMania, ça serait pas sérieux, ce ne serait pas sérieux. Victoire de Bobby Roode, quel que soit son adversaire, donc avec peut-être un léger avantage pour Ziggler, concernant justement l'identité de cet adversaire. On passe directement à la carte principale avec un match par équipe comptant pour le championnat de SmackDown entre les Usos et Gable et Benjamin. Alors, pronostic compliqué, mais on va donner la victoire quand même à Gable et Benjamin, donc pour être les nouveaux champions, parce que ça commence à faire un petit moment qu'ils tournent autour des titres. Ils ont failli le faire, hein, on l'a vu, mais sauf que du coup les arbitres ont changé la décision puisque ce n'était pas l'homme légal du côté des Usos qui avait été couvert. Du coup le match avait continué, puis finalement les Usos avaient conservé. Donc ils tournent autour des titres. S'ils perdent, ça va être un peu compliqué derrière pour trouver d'autres adversaires. Du coup il reste en tout cas il resterait peut-être du coup les Bludgeon Brothers, vous me direz, mais bon, du coup à quoi ça servirait de monter, de faire monter progressivement le Gable et Benjamin si c'est pour finalement perdre, du coup ça serait un peu bizarre. Et j'ai quand même un autre argument, c'est qui vaut ce qu'il vaut, mais quand même récemment Jey Uso a été pris lors d'un test, hein, en conduite en état d'ivresse, et on le sait, la WWE n'aime pas ces écarts de conduite, hein, on l'a vu avec Enzo Amore dernièrement qui vient de se faire virer, même s'il a une conduite en état d'ivresse, on va dire c'est un petit peu moins grave qu'un viol, mais ça reste quand même quelque chose d'interdit, bien sûr, de prohibé. Et je pense qu'il va y avoir une sanction par rapport à ça, puisque voilà, on sanctionne bien les revival, hein, pour un démo, pour dire qu'on est professionnel, catcheur professionnel. Ça serait quand même pas grand chose par rapport à une conduite en état d'ivresse, à moins qu'il y ait d'autres choses en backstage qu'on ignore, mais en tout cas pour l'instant on ne sait que ça. Mais en tout cas ça c'est un fait établi, il y a eu un contrôle, hein, pour Jey Uso, et je pense que ça va lui coûter cher, ça va coûter cher à toute son équipe, donc je pense victoire de Gable et Benjamin. Match suivant, l'autre match de championnat tag team entre Jordan et Rollins et The Bar, donc Sheamus et Cesaro. Là, on va dire qu'il y a deux possibilités, pour moi les deux équipes peuvent gagner. Il y a du bon et du moins bon des deux côtés. Je dirais The Bar, est-ce qu'ils peuvent à nouveau être champions? On a l'impression que c'est un peu une fin de cycle, que c'est un peu la fin de l'équipe, qu'on peut plus vraiment faire grand chose de plus pour eux, et que le meilleur est derrière eux. Du coup, et en plus Jordan et Rollins, c'est une équipe là qui a été montée, on va dire un peu de façon imprévisible, hein, depuis la blessure de Dean Ambrose, mais c'est une équipe quand même un peu drôle, un peu dysfonctionnelle, mais une dysfonctionnalité un peu différente de celle qu'on a eu l'habitude de voir, puisqu'on a un espèce de troll, de trublion en la personne de Jordan, dont les dents rayent le parquet, hein, qui déborde d'ambition, mais qui aussi commet des gaffes, fait perdre son équipe, agit trop de façon égoïste, et au lieu d'agir en équipe, hein, et donc aux grandes dames de Seth Rollins. Donc ce petit chien fou là, il va falloir le canaliser, et c'est un peu ça l'idée de cette équipe, et ça peut faire quelque chose d'intéressant. Et on l'a vu, du coup Jordan est détesté, on l'a vu au Raw 25, et il est hué, il arrive même pas à s'exprimer, il est hué à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Seth Rollins, il est un peu perdu au milieu de tout ça. Donc il y a quand même quelque chose qu'on tient. On peut tenir quelque chose, donc on pourrait se dire, bon il faut continuer avec cette équipe, elle est drôle, elle est un petit peu originale, donc continuons avec ça, quitte à ce qu'il split plus tard, et que ça débouche peut-être vers un match entre Jordan et Rollins à WrestleMania, hein, puisque du coup Ambrose ne sera pas là, donc on peut pas avoir de le Ambrose Rollins qu'on aurait pu éventuellement avoir. Du coup on peut avoir Jordan à la place, et que l'équipe split plus tard, suite par exemple à une perte des titres, soit à Raw, soit à l'Elimination Chamber peut-être. Donc
à ce moment-là, on pourrait se dire victoire de Jordan et Rollins, et d'un autre côté, on pourrait dire The Bar aussi pourrait éventuellement récupérer les titres si la WWE veut déjà jouer directement sur le split de l'équipe dès maintenant et se dire bon bah Jordan il va commettre une boulette et du coup bah voilà il va faire perdre son équipe. C'est un peu la solution de facilité et on se dit bon bah voilà il va commettre la boulette et puis voilà et puis The Bar va récupérer les titres. Alors à noter quand même. Une chose aussi, c'est que Jordan est blessé. En tout cas, on ne le voit plus trop lutter depuis quelques temps parce qu'il est préservé. Hein. On l'a vu même au Peep Show du Raw 25. Hein. Il a pris un coup de genou malencontreux de la part de Rollins. Hein. On l'a vu, mais il y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de lutte. Donc du coup, Jordan il est préservé. Est-ce que ça va pas être aussi un work là-dessus, ils vont pas worker là-dessus sur cette blessure. On annonce même, alors c'est une rumeur, mais on annonce un 4 contre 4 à Raw le lendemain, un gros match par équipe avec notamment Reigns, Cena, Strowman et Seth Rollins, si je me trompe pas, face à The Bar justement, et il y aurait aussi le Miz et j'ai oublié le quatrième, Kane, voilà, Kane le quatrième membre. On parle de ce 4 contre 4, ce qui veut dire que du coup Jordan ne serait pas de ce match. Donc est-ce que ils vont pas vendre une blessure de Jordan? Est-ce qu'ils vont pas le faire blesser vraiment dans le match, mais appuyer sa blessure et peut-être que Jordan va lâcher, va abandonner lâchement son partenaire et du coup Rollins va finir à 2 contre 1 et il va perdre le match et du coup ils vont perdre la ceinture. Voilà pourquoi tout est possible. Tout est possible. Moi j'ai quand même envie de donner la conservation des titres. La conservation des titres par Jordan et Rollins à cause de cette nouvelle storyline, cette nouvelle équipe un peu originale. Et je pense plus moi que The Bar voilà, a fait son temps et que ça serait bien que l'équipe split petit à petit et qu'ils reviennent dans le main event, quoi, qu'ils aient vraiment une chance pour le titre universel ou alors éventuellement intercontinental, mais qui est à nouveau un run solo pour les deux. Ils mériteraient vraiment d'avoir quelque chose, surtout Cesaro, puisque là Sheamus, en plus, c'est vrai que c'est un autre argument, mais Sheamus, on annonce un peu la fin de carrière dans bientôt, hein, parce qu'on sait qu'il a les cervicales en compote et que c'est évidemment les cervicales à WWE, on n'aime pas ça. Quand on est blessé, c'est jamais bon signe. On l'a vu avec Edge et Daniel Bryan. Donc du coup, je suis pas sûr qu'ils aient envie de donner à nouveau les titres à The Bar. Donc je vais quand même donner la victoire à Jordan et Rollins. Mais il y a vraiment les deux pourraient gagner, mais voilà, vu la storyline, et puis il y a aussi Kurt Angle derrière tout ça, n'oublions pas aussi ça peut aussi mal finir pour la road to WrestleMania. Donc j'ai quand même envie de donner donc la victoire à Jordan et Rollins. On va passer maintenant au match suivant, match de championnat particulier puisque c'est le championnat WWE dans un match handicap entre AJ Styles le champion et Kami, hein, comme l'appelle AJ Styles, comme les appelle AJ Styles, Kevin Owens et Sami Zayn. Alors c'est un peu comme Jordan. Kevin Owens est blessé aussi, hein, c'est du vrai, hein, c'est vraiment la vérité. Du coup, vers quoi vont-ils partir? Est-ce qu'ils vont aussi du coup faire davantage travailler Zayn que Owens? Ils vont peut-être le protéger. Du coup, est-ce que ça va même pas se terminer en 1 contre 1 cette affaire? Est-ce que Kevin Owens ne va pas abandonner le match dès le début et finalement on va avoir un 1 contre 1? C'est très difficile. Et puis bien entendu, il faut ajouter à ça la feud entre Bryan et Shane McMahon, donc c'est un gros bordel, c'est très compliqué de voir le scénario du match. Pour moi, en tout cas, au niveau du résultat, AJ Styles va conserver, ça me paraît logique et inévitable. Il faut qu'AJ Styles conserve et qu'il défende son titre à WrestleMania et plus probablement contre le vainqueur du Rumble. On en reparlera tout à l'heure, mais je vois pas autre chose. Et en plus, s'il gagnait Owens et Zayn, on aurait les cool bis, hein, une première au niveau masculin. On aurait des co-champions. J'ai pas envie de voir ça. Ça me ferait chier. Et je pense de toute façon qu'on n'y aura pas droit. Et c'est tant mieux. En ce qui concerne le scénario, voilà, ça va sûrement mal se finir. Et ça va partir encore en intensité entre Bryan et Shane. Ils vont probablement intervenir d'une façon ou d'une autre. Le scénario, je ne sais pas. On peut partir dans le fantasy booking aussi, mais
La blessure de Wentz, hein, qu'on a pu voir aussi, hein, qui a été intensifiée, en tout cas bien vendu dans le dernier SmackDown, hein, il est resté à terre et du coup Zayn a pu même battre Styles en 1 contre 1, hein, du coup, puisque Styles devait affronter l'un après l'autre Owens et Zayn, il a vite battu Owens avec un calf crusher et justement avec cette blessure à la jambe de Owens qui a été vendue par la suite, il est resté sur une civière pendant tout le match à l'extérieur et du coup finalement Zayn a fini par en profiter en remportant son match. Du coup, il s'est pas laissé au hasard, bien sûr, ce work de blessure. Du coup, je pense que ça va avoir une influence sur le résultat, ou en tout cas sur la mise en scène de ce match, sur le scénario. Mais en tout cas, au final, victoire d'AJ Styles. On passe au match suivant, match comptant pour le championnat universel entre Brock Lesnar, le champion, Braun Strowman et Kane. Voilà, autant le dire tout de suite, hein, victoire de Brock Lesnar. Il n'y a absolument aucun suspense à ce niveau-là. On le sait, Lesnar va défendre son titre contre Roman Reigns à WrestleMania 34. Roman Reigns est très bien parti pour remporter l'Elimination Chamber, qui sera donc du coup, puisque Lesnar ne sera pas du pay-per-view Elimination Chamber, donc a priori Roman Reigns gagnera l'Elimination Chamber pour être number one contender. Ce sera du coup, je pense, la stipulation du Chamber match, hein, puisqu'il n'y aura pas de match de championnat universel. Du coup, je ne vois pas autre chose. Donc victoire de Lesnar, mais Kane sera là pour faire le job, plus probablement pour prendre le pin. Même maintenant, si je me méfie avec ce qui s'est passé avec Ziggler, que je voyais prendre le pin face à Corbin et Roode, et puis finalement il a gagné le match, il a gagné le titre américain, mais là je vois pas du tout Kane faire quoi que ce soit. Il va jobber et il va mettre en valeur Braun et Lesnar, et c'est probablement lui qui va prendre le pin. Je vois pas Strowman prendre le pin, hein, c'est pas possible, il faut le builder fort aussi. On parle de lui pour affronter The Miz, hein, à WrestleMania pour le titre intercontinental, donc il y a d'autres choses à faire pour Braun, donc, ou voir Triple H, pourquoi pas aussi. Donc victoire de Lesnar. Le match peut être pas mal, mais j'espère que Braun va rester fort, je pense, hein. Le WWE, de toute façon, ils aiment mettre un Braun fort. On le voit depuis le début, donc il balance, il soulève des camions, des ambulances, il fait tout ce qu'il veut. Donc je pense qu'il va pas passer pour un faible probablement dans ce match, et Lesnar va conserver tranquillement. On passe maintenant aux deux gros morceaux. Le Rumble féminin, donc le premier de l'histoire, donc c'est forcément quelque chose de mémorable, et qu'on n'oubliera pas, que le match soit mauvais ou pas. Tout le monde se souviendra du nom de la première gagnante du Rumble féminin. Donc quoi qu'il en soit, forcément, tout le monde parle d'Asuka. Tout le monde parle d'Asuka. La grande favorite, c'est Asuka. Elle est invaincue à la WWE, à NXT. Elle a jamais perdu un match. Certes, là, ce n'est pas un match normal, c'est un Rumble. Donc, elle peut tout à fait perdre, passer par-dessus la troisième corde, hein, ce n'est pas une défaite. Mais elle est tellement favorite de tous. Ça me paraît trop facile. Et on l'a encore vu dans le dernier Raw, où elle a commencé à balancer là, même ses propres partenaires. Banks, Bayley, là, par-dessus la troisième corde, et s'imposer comme la grosse favorite, la patronne. Elle me paraît un peu trop favorite à mon goût, et du coup je me demande s'il va pas y avoir une surprise. Alors évidemment on parle beaucoup de Ronda Rousey, hein, qui est aussi l'une des grosses favorites, mais le problème c'est que elle est en tournage en Colombie pour Mile 25, un film avec Mark Wahlberg. Elle dit qu'elle est en Colombie en plein tournage, elle poste des photos sur Instagram. Alors, est-ce qu'elle a le temps de prendre un avion pour arriver directement à Philadelphie, pour repartir ensuite en tournage? Va falloir être quand même très rapide pour faire ça. C'est pas impossible, mais ils peuvent le faire en cachette, mais va falloir être fort. En tout cas, moi, je vais suivre ça avec attention, parce que si on arrive à capter que Rousey arrive à Philadelphie, ou qu'il y ait des images volées à l'aéroport ou quoi que ce soit, là, je peux vous dire que Rousey va donc forcément participer et donc l'emporter, parce que si Rousey arrive, c'est pour gagner et rien d'autre. Et du coup, ça aurait du sens dans le fait que Asuka est trop favorite, et que, à mon avis, ça va forcément occasionner sa défaite. Et je vois d'ailleurs qu'elle pour la battre, Rousey pour éliminer Asuka, voire Nia Jax. Mais le problème, c'est que Nia Jax, elle a été un peu mise de côté.
Malheureusement dans une espèce d'amourette là avec Enzo Amore, mais Enzo Amore maintenant est viré. Du coup, en même temps à la base, comme elle était sur cette petite histoire d'amourette, j'ai pas l'impression qu'il y avait de gros plans pour elle. Donc je ne pense pas que le licenciement d'Enzo Amore va tout de suite chambouler les plans aussi vite, et que du coup Nia Jax se retrouve directement comme favori du Rumble. Ça me paraît un peu rapide comme revirement. L'attitude de Carmella aussi peut être intéressante, puisque elle pourrait participer, enfin gagner le Rumble tout en ayant la mallette, et on pourrait avoir une situation inédite dans laquelle elle pourrait participer à WrestleMania contre la championne, perdre le match et dans la foulée cacher sa mallette. Ça pourrait être très original et même inédit du coup de la voir perdre son match de championnat et cacher derrière. Donc du coup il peut y avoir aussi un scénario un marrant à faire avec Carmella, mais voilà, je vais rester quand même sur Asuka dans l'hypothèse où Rousey ne participe pas au match. Si Rousey participe, ce sera Rousey qui gagnera en éliminant Asuka probablement. Sinon, ce sera Asuka qui gagnera. Et Becky Lynch aussi est l'une des favorites. On en parle aussi, mais bon, elle est un peu discrète ces derniers temps. Alors peut-être qu'il nous prépare quelque chose de grand pour elle, justement, d'où cette discrétion. On a aussi les filles, bien sûr, d'Absolution et de la Riot Squad, mais Paige ne pourra pas participer, on le sait, maintenant c'est terminé pour elle, mais elle sera probablement aux abords du ring. Et ne pas oublier, surtout pas oublier Stephanie McMahon, qui est annoncée comme commentatrice du match. Donc, je pense vraiment qu'elle risque de participer. Elle va probablement arriver, sortir de sa table de commentateur, sortir de sa chaise, se préparer en tenue de combat, et hop, elle arrive. Je pense qu'elle aura des vêtements de lutteuse qui seront cachés sous ses vêtements de ville, et elle va nous faire un peu une JBL qui avait fait ça aussi il y a quelques années en étant commentateur puis participant la même soirée. Et donc je pense que Stephanie McMahon va participer. Après, je croise les doigts pour qu'elle ne fasse pas, qu'elle ne gagne pas et qu'elle ne vole pas le show. J'espère qu'elle va pas le faire comme son mari. J'espère pas, et qu'elle n'ira pas au moins jusqu'en finale. Là, je gueulerai sévère, parce que si c'est Asuka qui élimine Stephanie McMahon, par exemple, en finale, ce serait vraiment pourri. Mais en tout cas, pour moi, Asuka en numéro 1, et peut-être Rousey si elle participe. Enfin, on passe au dernier match, le Royal Rumble masculin, le grand événement que tout le monde attend, avec beaucoup d'incertitudes, et c'est ça qui est bien. Autant vous vous souvenez l'année dernière, je vous avais dit que Randy Orton revenait vraiment en force, beaucoup parlé de lui comme le favori, et il l'a finalement emporté. Le nom qui revient le plus souvent, un peu comme Orton l'an dernier, c'est Nakamura. Nakamura, parce que Styles est donné gagnant a priori pour son titre de match de championnat, donc contre Owens et Zayn, et on parle beaucoup bien entendu du fameux duel qui n'a jamais eu lieu encore entre les deux anciens membres du Bullet Club. Évidemment, beaucoup de fans aimeraient voir ça, Nakamura Styles à WrestleMania. C'est bien entendu une grosse possibilité, et puis du coup on se dit que il y a de grandes chances que ce soit un membre de SmackDown qui gagne le Rumble, puisque voilà, Lesnar ne participant pas à l'Elimination Chamber, du coup il y a de grandes chances que le vainqueur soit plutôt vers SmackDown, et puis on aura de toute façon un Reigns Lesnar pour le titre universel, donc pour WrestleMania. Donc a priori ce serait plutôt un gars de SmackDown. John Cena revient pas mal. Roman Reigns également, puisqu'il est annoncé aussi dans le match, mais Reigns, ça ne servirait absolument à rien. Pour moi, il va gagner le Chamber et il va affronter Lesnar, donc pour moi, ça ne sert à rien. John Cena pour égaler le record de Stone Cold, pour gagner 3 fois, j'espère pas. Il en a pas besoin. Il y aura probablement un petit mano à mano avec Elias. Je vois bien Cena éliminer Elias par exemple. Mais après, non, je vois pas Cena gagner. Ce serait quand même un gros troll. Non quoi. Non, faut laisser maintenant la place aux jeunes. Faut arrêter. Orton a gagné en plus l'an dernier, donc. Et puis quand on voit le Raw là, le dernier Raw qui a fait la part belle finalement qu'aux anciens, on va dire à 80%. Faut arrêter avec les anciens à un moment donné. C'est bien d'y penser, mais équilibrer les choses et penser quand même un peu à l'avenir. C'est surtout ça quoi. Donc non, je veux pas voir Cena. Il a pas besoin de ça. Il peut avoir son gros match à WrestleMania, peut-être contre Taker. D'ailleurs, peut-être que Taker participera, on sait pas trop. Son discours à Raw 25 était un peu ambigu, c'est bien là le problème. Du coup, peut-être Taker Cena, peut-être que l'un va éliminer l'autre. Ça va lancer le match pour WrestleMania, comme ça a eu lieu avec Reigns l'an dernier. Bref, non, Cena je vois pas.
Autrement, il y a d'autres noms que j'ai en tête. Daniel Bryan. Daniel Bryan, ce serait incroyable. Lui qui ne lutte plus depuis des années, que la WWE ne veut pas voir lutter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une surprise derrière tout ça? Est-ce que Bryan ne va pas arriver peut-être dans les derniers, peut-être même en numéro 30? Donc du coup, ce qui va permettre ce qui lui permettrait de finalement d'avoir un minimum d'effort et de gagner le match, et du coup de pouvoir affronter AJ Styles par exemple. Et là, ça relancerait du coup la feud avec Shane forcément autour de ce qui se passe depuis des mois entre Shane et Bryan. Pourquoi pas? Mais c'est quand même la grosse cote, même si Bryan fait partie des favoris, hein, malgré tout, ou des outsiders. Finn Balor aussi, un peu comme Nakamura, un duel face à Styles pour les anciens membres du Bullet Club. Alors ça a déjà eu lieu, hein, on l'a déjà vu ce match, et d'ailleurs ça a été un très bon match, et c'était son meilleur match, je pense, à Balor sur le main roster, et dans le main roster, et il l'avait emporté. Mais du coup, ça voudrait peut-être dire qu'il faudrait que Balor passe du côté de SmackDown. Du coup, donc on ne sait pas s'il va y avoir une draft, hein, avant WrestleMania, donc c'est ça le truc. Mais ça pourrait arriver si Balor gagne le Rumble et passe à SmackDown. Du coup, oui, ça prendrait du sens, ça aurait du sens. Ça pourrait être aussi un très bon match. Donc c'est aussi, Balor fait partie des gros favoris à l'heure actuelle. Et bien entendu, donc je vous l'ai dit, Dolph Ziggler, il y a cet abandon de ceinture pour le titre américain. Vous le public, vous ne méritez pas un champion comme moi, vous ne méritez pas. Il s'en va, il abandonne sa ceinture. Imaginez, peut-être qu'il va participer au match, à l'Open Challenge contre Rude, mais imaginez, il perd le match. Voilà, on se dit bon, mais c'est fini, Ziggler, c'est fini. Et puis là, ils nous font le gros retour de Ziggler, là, pour un gros mark time pour pas mal de gens. Et là, il remporte le Rumble à la surprise générale. Et là, il affronte AJ Styles à WrestleMania. Donc là, on aurait un super match entre Styles et Ziggler et une grosse storyline. Quand même, ça serait quand même une belle histoire pour Ziggler, qui du coup, on croirait abandonne tout, était au bord du précipice, au bord du départ. Et puis finalement, non, il revient. Il se dit non, le titre américain, vous ne le méritiez pas, mais moi, je mérite beaucoup plus que ça. Je mérite le main event, je mérite le titre de la WWE, tout simplement. J'ai été champion, en plus j'ai été champion du monde poids lourd, mais je n'ai jamais été champion de la WWE. Donc voilà, ce qui manquerait à mon palmarès, notamment. Du coup, voilà, ça pourrait être aussi une belle option. Donc voilà, un peu les noms qui reviennent. Donc, je verrais bien Ziggler, Balor, à condition qu'il passe du côté de SmackDown, et Nakamura, qui serait le choix aussi logique. Le problème aussi, c'est que Vince n'aime pas Nakamura, enfin en tout cas on le voit, il est pas bien traité au niveau booking. J'ai pas l'impression que Vince l'aime bien, et en plus, avoir deux japonais vainqueurs, Asuka et Nakamura, franchement j'y crois pas. Personnellement je ne crois absolument pas en la victoire de deux japonais à la fois. Donc pour moi, ça serait plus Asuka chez les femmes, et chez les hommes, un autre que Nakamura. Et la seule condition pour que Nakamura gagne, pour moi, ce serait que Rousey gagne du côté des filles. Voilà, c'est tout. Je vois pas, en tout cas, les deux japonais à la fois. Ça me paraît impossible. Mais franchement, honnêtement, moi, personnellement, vu de son traitement, du booking qu'il a, et j'ai pas l'impression que Vince l'apprécie, et je vois pas Vince donner cette victoire prestigieuse à Nakamura. Voilà, je le verrai peut-être plus, du coup, Dolph Ziggler, Finn Balor et Daniel Bryan comme en troisième surprise. Voilà, pour moi, ça va se jouer entre les trois. Après, les participants surprises, il y en a plein. Il y a EC3, il y a Ricochet, il y a Kaisi Sono, il y a Killian Dane, il y a Lars Sullivan, il y en a plein auxquels on pourrait penser. Il y a des anciens, peut-être aussi. Daniel Bryan, donc, comme je vous l'avais dit, Undertaker, Goldberg, voilà, il y en a plein. C'est toujours compliqué à pronostiquer. Il y aura des gars de la NXT probablement, comme pour les filles, je l'ai pas cité, mais il y aura beaucoup de filles de la NXT et des anciennes qui seront là aussi pour le mark time et pour le moment historique. Mais voilà, et puis plein de spots à attendre, le duel entre Matt Hardy et Bray Wyatt, peut-être un duel de chanteurs entre Aiden English et Elias, et puis voilà, John Cena qui va peut-être éliminer Elias, hein, puisqu'ils sont en feud entre eux actuellement, quelque chose au niveau des Good Brothers, peut-être que le club va se joindre à Balor pendant le match. Il y a beaucoup de duels possibles, Balor Nakamura aussi, pour le mark time, Orton Cena, il y a tellement de choses à faire,
tellement de choses. Et peut-être que Rollins aussi et Jordan vont en découdre pendant le match, peut-être pour régler leur compte s'ils perdent leur titre juste avant. Bref, énormément de choses à voir. Ça va partir dans tous les sens. J'espère que ce Rumble va être bien meilleur que celui de l'an dernier, parce que c'est vrai que c'était un peu décevant. Bref, il est beaucoup plus ouvert que l'an dernier, et c'est ça que j'aime. Donc j'attends de voir comment ça va être mis en scène. Mais surtout au niveau des filles, j'espère que ça sera pas torché. Ça me fait un peu peur quand même, je l'avoue. Voilà, on se retrouve donc très rapidement, en tout cas j'espère au plus vite, dans le courant de la semaine prochaine, pour le débrief de tout ce Rumble. Ça va être énorme. J'ai hâte de voir ce Rumble. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, c'est le plus important dans la vie, vive le catch et vive le Rumble. Ciao à tous.